Vous êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de kiosque, ravi de vous retrouver. Au sommaire, ce dimanche, la chancelière allemande n'a pas réussi à former de coalition, chute ou maintien de la dirigeante la plus puissante d'Europe. Après 12 ans au pouvoir, Angela Merkel a-t-elle bien fait de se représenter pour un 4e mandat? Enfin, une Allemagne affaiblie peut-elle faire vaciller l'Europe? Près de 60 000 Haïtiens doivent quitter les États-Unis. Leur statut spécial, créé après le séisme de 2010, sera bientôt révoqué. Les autorités canadiennes se préparent à une nouvelle vague migratoire. Quelles sont les chances d'obtenir l'asile? Est-ce qu'un retour à Haïti est envisageable? Accueilli triomphalement à ce retour au Liban, le Premier ministre Saad Hariri a suspendu sa démission à la demande du président Michel Aoun. Ce revirement inattendu est-il la promesse d'une sortie de crise? Comment garantir la stabilité politique et comment distancier le Liban des conflits régionaux? Le Zimbabwe en a fini avec le vieux dictateur Robert Mugabe, mais en a-t-il terminé avec le régime? C'est un fidèle, Emmerson Mnangagwa, qui est le nouveau président. Dans un pays ruiné par l'ère Mugabe, les attentes des 16 millions des Zimbabwéens sont immenses. Il a promis des réformes. Peut-il les tenir? Et pour commenter, décrypter, analyser l'actualité de cette semaine, voici tout de suite nos kiosqueurs. Christian Rioux, journaliste, essayiste, chroniqueur politique et correspondant en Europe du quotidien québécois Le Devoir. Également membre associé de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'Université du Québec à Montréal. Shoshana Fine, docteur en sciences politiques et relations internationales à Sciences Po Paris, spécialiste des migrations, notamment en Europe et aux États-Unis, consultante pour diverses organisations internationales. Et puis Ousmane Diaye, rédacteur en chef Afrique à TV5 Monde, auparavant responsable du service Afrique de l'hebdomadaire français Courrier International. Merci à vous trois d'être ici en plateau pour commenter cette actualité. Vous le savez, chez vous, vous pouvez aussi nous faire part de vos commentaires. Vous le faites soit sur Facebook, soit sur Twitter avec le hashtag #kiosque. On attend vos commentaires. On l'a pensé inamovible et la voilà fragilisée. Après 2 mois de tractation, la chancelière allemande Angela Merkel n'a pas réussi à former une coalition. C'est une situation inédite pour la femme la plus puissante d'Europe. Als Politikerinnen und Politiker. Nous avons reçu un mandat de nos citoyens et je trouve cela complètement faux de dire « nous n'y arrivons pas, votez encore une fois ». Aussi, nous devons envisager des négociations avec les sociodémocrates du SPD. Bien sûr, nous sommes prêts à négocier, mais cela ne marche que s'il y a un respect mutuel. Nous observons un changement radical à travers le monde et l'Europe a besoin d'une Allemagne forte. C'est pourquoi nous devons trouver un gouvernement, et pas un gouvernement intérimaire, mais un gouvernement capable d'agir. Alors voilà ce qui s'est passé. Les libéraux du FDP ont mis fin aux pourparlers engagés depuis des semaines avec les Verts et la CDU-CSU d'Angela Merkel. Reste maintenant, on vient de l'entendre, la possibilité d'une grande coalition, la grande coalition classique avec les sociodémocrates. On va en reparler. Angela Merkel a échoué là où normalement elle s'est toujours révélée excellente, l'élaboration d'un compromis. Alors Christian, pourquoi elle n'y est pas arrivée cette fois ? Elle n'y arrive pas parce que je pense que l'Allemagne a changé. La configuration politique en Allemagne n'est plus tout à fait celle qu'elle était quand Angela Merkel est arrivée au pouvoir. Moi, je me souviens d'avoir couvert la 3e élection d'Angela Merkel et j'avais demandé à un politologue ça sera son dernier mandat en bon nord-américain. Déjà, plus que 2, je trouvais que c'était beaucoup. Alors, je ne pouvais même pas imaginer qu'elle en fasse un 4e. On m'avait répondu, mais voyons pourquoi. Mais pourquoi elle n'en ferait pas un 4e et même un 5e? Sauf que je crois que là, effectivement, la configuration politique de l'Allemagne est en train de changer. Le fait qu'il y a déjà eu la fameuse grosse coalition sociodémocrate, chrétien-démocrate, fait en sorte qu'aujourd'hui, ce sont les marges qui se développent, c'est-à-dire l'extrême gauche et l'extrême droite. Un des résultats des 3 mandats d'Angela Merkel, c'est d'avoir fait quand même entrer l'AfD à 13%. L'AfD, c'est ce parti nationaliste d'extrême droite qui a fait son entrée au Bundestag. Donc, elle n'arrive pas à faire de coalition. Donc, on comprend qu'il y a de nouvelles négociations, cette fois avec le SPD. Mais la question qui se pose aussi, c'est est-ce que Angela Merkel aurait dû démissionner dimanche soir? Je pense que
l'Allemagne se trouve dans un problème où il n'y a pas vraiment une véritable alternative à Merkel. Donc, je ne pense pas que c'est forcément la meilleure option de sa démission. Ce que je pense on peut imaginer qui peut être quelque chose de bien pour l'Allemagne, c'est une coalition minoritaire. Donc, par exemple, une coalition avec les Verts. Donc, les Verts s'entendent sur plusieurs sujets qui me semblent être clés pour l'Allemagne, comme l'environnement ou la migration. Et une coalition minoritaire peut promouvoir un autre type de démocratie en Allemagne. Une Allemagne peut-être plus démocratique, qui favorisait plus de débats et de délibération au Parlement. La question de revoter s'est posée. Angela Merkel, en début de semaine, avait l'air d'être plutôt favorable. Elle ne l'est plus. Donc il y a cette idée d'une coalition minoritaire. Qu'est-ce qui vaut mieux? Je sais pas, moi je trouve, de manière générale, toutes ces grandes coalitions qu'elle a inaugurées, où ça va des sociaux-démocrates ou libérales, j'ai toujours été sceptique parce qu'en fait, finalement, les lignes de démarquage politique sont floues et que tout ce qui les réunit, c'est les circonstances et le pragmatisme. Le pragmatisme, il peut marcher un temps. Il ne peut pas marcher au bout d'un certain temps. À un moment donné, si les libéraux n'y trouvent plus leur compte en fonction des circonstances, ils vont changer. Et puis, paradoxalement, je pense que l'assise internationale, l'assise européenne d'Angela Merkel s'est renforcée par rapport à sa politique migratoire. C'est une décision assez courageuse d'ouvrir lui a valu. Donc, cette décision, juste pour rappel pour ceux qui nous regardent, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Vague migratoire sur l'Europe et l'Allemagne ne ferme pas les portes, contrairement à d'autres pays. Contrairement à presque à la quasi-totalité des pays européens, elle décide à contre-courant de son opinion publique, à contre-courant d'une partie de son alliance politique, d'ouvrir. L'une des conséquences, en tout cas, c'est les élections, elle les a payées électoralement. Et je pense qu'elle paye jusqu'à présent, c'est-à-dire cette déconfiture aussi. Je pense qu'on peut voir ça dans les deux sens. Elle paye d'une manière, mais aussi, il y a des gens qui trouvent qu'elle représente une véritable leader. Peut-être les gens qui sont plus de la gauche, électoralement, les élections d'après, elle les a payées, on peut dire. C'est beaucoup plus à l'étranger qu'on glorifie Angela Merkel comme leader qu'à l'intérieur. La dernière élection a quand même prouvé je pense qu'il y a un certain échec d'Angela Merkel sur la question des migrants. Il s'agit pas... on va laisser répondre Shoshana. Oui, juste, je pense qu'il ne faut pas exagérer non plus la politique très accueillante vis-à-vis des réfugiés d'Angela Merkel. C'est vrai que pendant un certain temps, elle a ouvert ses frontières pour les demandeurs d'asile, les réfugiés. Elle a très vite fermé ses frontières. Elle a aussi conduit une politique migratoire sécuritaire qu'on trouve un peu partout en Europe. C'est aussi, si on peut se rappeler, c'est elle qui a vraiment orchestré l'accord entre l'Union européenne et la Turquie pour endiguer les réfugiés en Turquie. Donc... Mais les Allemands ne reprochent pas à Angela Merkel d'avoir accueilli des réfugiés. Je pense que le problème n'est pas là. C'est ni tout noir, ni tout blanc. Mais les Allemands ont sanctionné Merkel pour la façon dont elle l'a fait. C'est-à-dire, elle l'a fait n'importe comment, sans plan, sans... Il y a un des livres politiques là, qui a été écrit récemment par un grand journaliste de Die Welt en Allemagne, qui est un best-seller aujourd'hui, raconte comment Angela Merkel a abordé cette question-là sans le moindre préjugé et sans le moindre plan. Donc, elle n'avait aucune décision de prise au point de départ, ni de les empêcher d'entrer, ni de les laisser rentrer. Et elle n'a pas pris de décision. Pendant une semaine ou deux, elle n'a pas pris de décision. Et c'est là-dessus que les Allemands sanctionnent Angela Merkel. C'est pas d'avoir accepté des migrants. Les Allemands étaient prêts à accepter des réfugiés, mais d'avoir laissé rentrer 1 million de personnes en si peu de temps, ça n'avait pas de sens. Donc, moi, je suis d'accord avec Christian. Je pense que la gestion de la vague migratoire a eu comme conséquence un reflux électoral, puis la montée de l'extrême droite. Donc, les cartes politiques ont été bousculées. Alors, la deuxième chose, moi, dans mon imaginaire de journaliste africain qui suit les dossiers africains, quand je vois 4e mandat, j'ai tilt. C'est beaucoup. Il faut savoir aujourd'hui en Afrique, le principal enjeu démocratique, le débat démocratique tourne autour de la question majeure, c'est la limitation des mandats. C'est-à-dire il y a toute cette série de pays africains où les sociétés civiles et les partis politiques se battent pour qu'on ne dépasse pas 2 mandats. Et l'Union européenne, moi, il m'est arrivé de voir des prises de position de l'Union européenne, donc dont Angela Merkel est la figure de proue, pour ce projet démocratique qui est de limiter les mandats à 2. Donc je trouve que, quelque part, évidemment, il y a dans cette crise une dimension qui relève de l'usure politique, de l'usure du pouvoir, de la capacité, à un moment donné,
Je pense que l'alternance, c'est pas seulement... elle n'est pas une vertu en démocratie, pas seulement en Afrique, mais aussi pour les grandes démocraties on va regarder, européennes. Je pense qu'il y a un profond besoin de renouvellement politique aussi qui s'exprime. Pour continuer à parler de ça, et je vais vous laisser répondre, mais on va regarder en même temps cette une de l'influent hebdomadaire allemand d'investigation Der Spiegel, l'heure zéro, un pays sans direction, sans unité et sans la chancelière. Est-ce qu'on pourrait imaginer une Allemagne sans la chancelière allemande? Est-ce qu'elle a fait le mandat de trop, là? Moi, j'ai l'impression qu'elle a fait le mandat de trop. Je crois aussi aux vertus de l'alternance politique, mais le grand problème de l'Allemagne, c'est comment faire une alternance politique quand les deux principaux partis sont au pouvoir en coalition. Il faut se débarrasser des deux en même temps. C'est un piège terrible. Et c'est le piège, je pense, dans lequel Angela Merkel est tombée. Elle a ramené les chrétiens démocrates vers le centre, considérablement vers le centre, beaucoup trop, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle se retrouve quelque part cernée d'un peu partout. Elle est cernée par l'AfD, 13% au Bundestag. Elle est cernée par les libéraux qui remontent, qui sont à 10-11%. Et les libéraux, il faut savoir que Christian Lindner est la vedette politique. Hein, c'est l'Emmanuel Macron allemand, c'est le Justin Trudeau allemand. Et lui regarde clairement un scénario à l'autrichienne. Hein. Il a vu le jeune leader de droite l'emporter en Autriche. Mais si ça n'est pas Angela Merkel... Dernière chose, elle est cernée aussi du côté de la CSU. Elle est cernée en Bavière, où là, on n'est pas du tout content de Mme Merkel et on est en train de perdre le pouvoir tranquillement, de se faire gruger de partout en Bavière. Donc, Mme Merkel est vraiment dans une situation extrêmement difficile. Elle pourrait théoriquement faire un quatrième mandat, mais si ça n'était pas elle, Christian, si ça n'était pas elle, qui y a d'autres? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas spécialiste de l'Allemagne, mais j'ai l'impression qu'elle a quand même... elle s'est débrouillée de façon très efficace politiquement pour que personne ne puisse lui faire de l'ombre. Je pense qu'aussi, elle porte une responsabilité dans le verrouillage politique. Elle en porte la responsabilité parce qu'au nom de l'efficacité, donc au nom du court terme, elle a créé un schéma qui permet non seulement, qui ne permet plus d'alternative en termes de libéraux social-démocrates et qui ne permet plus d'alternative ou qui n'a pas permis une alternative en termes de renouvellement d'une classe politique au sein des deux partis. Voilà, donc je pense qu'elle a une grande responsabilité dans cette crise. Ça pose la question aussi de la réaction de l'Allemagne, de l'Europe, puisque pendant que l'Allemagne est en crise, cherche une coalition, tous les projets, les grands projets européens, on pense notamment à la proposition récente d'Emmanuel Macron de relancer un peu la machine, tout ça est en panne. Est-ce que l'Allemagne, une Allemagne fragile ou dans un moment fragile, peut faire vaciller une Europe qu'on voit, elle, souvent aussi comme un peu en crise? Je ne pense pas qu'on va voir des tremblements en Europe à cause de ces élections en Allemagne. Déjà, je crois que dans tous les cas, dans toutes les options, Merkel, elle va continuer. La question se pose sur quelle forme. Mais de toute manière, l'Allemagne reste un pays assez solide. Son économie n'est pas défavorisée à cause de tout ce qui se passe. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de conséquences très graves pour l'Europe. Donc c'est plus un problème, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est plus des conséquences au niveau allemand, c'est-à-dire que repartir vers une grande coalition SPD, CDU, c'est la grande coalition classique, sauf que là, finalement, c'est avec les perdants des élections? Oui, mais il faut savoir ce qu'on prépare quand on fait ça. Si on refait une grande coalition, si on remarche dans les mêmes pas que dans le dernier mandat et dans le mandat précédent, il y aura les mêmes conséquences par après. C'est-à-dire l'AfD ne sera plus à 13%, l'AfD sera à 20%. La CSU se séparera de Merkel complètement parce que la CSU veut survivre. Elle a besoin de survivre en Bavière. Donc, je dirais qu'il y a des transformations. Il y a des transformations, je dirais, de fond qui se font aujourd'hui en Allemagne et le pouvoir politique n'arrive pas à les refléter, n'arrive pas à les montrer. Et puis attention au vide, vide du côté des libéraux, vide du côté des social-démocrates. Angela Merkel n'a pas anticipé le renouvellement pour sa succession. Non. Et le vide, on sait toujours qui en profite, l'extrême droite. Donc moi je pense qu'on va vers quand même une possibilité politique vers l'extrême droite.
dans les années à venir. Si tout le monde est d'accord avec ça, c'est ce risque qu'on constate ailleurs. L'Allemagne pourrait le connaître aussi, si ça n'a pas déjà commencé d'ailleurs. Ça va au moins vers la droite, ça oui. C'est sûr, comme en Autriche d'ailleurs. Ouais. Hein, le cas de l'Autriche est très intéressant. Le scénario autrichien est Oui, justement, je pense que c'est pour ça une coalition avec les Verts peut ouvrir un autre chemin. C'est clair qu'il y a un mécontentement parmi la population vis-à-vis le status quo, la situation actuelle. Donc, c'est sûr que les idées radicaux sont assez propices dans ce type de situation, mais ça peut aller vers la gauche aussi. Il y a aussi un choix à faire. Et l'Allemagne s'est trouvée assez ouverte, justement, vis-à-vis certaines questions comme l'environnement. Donc, il faut plutôt nourrir cette tendance, à mon sens. Mais c'est ce qu'on appellerait la coalition des perdants. Attendez. J'arrive pas à comprendre comment ça peut aller vers la gauche, étant donné que la gauche est dans une logique d'alliance avec le centre. Et Christian, pour conclure. Mais c'est parce que ce que vous proposez là, c'est la coalition des perdants, en fait. Qui ont été les gagnants de la dernière élection? L'AfD et les libéraux. Une coalition sans les libéraux... et c'est dangereux que les gouvernants gouvernent. N'a pas vraiment de sens. Ceux qui ont été sanctionnés, c'est Mme Merkel, et les sociaux-démocrates ont été terriblement sanctionnés. Donc, une coalition des perdants, qui gouvernent. C'est une réponse assez dure à l'égard de l'électorat. Et on aura certainement plus d'informations là-dessus cette semaine, puisque Angela Merkel et Martin Schulz, qui est à la tête du SPD, seront reçus ensemble par le président Walter Steinmeier la semaine prochaine. Le numéro 1 de l'Union chrétienne sociale sera également présent. Donc ça devrait déjà donner quelques pistes. On va en venir maintenant à des images de liesse cette semaine. Elles nous viennent du continent africain. C'est la liesse des Zimbabwéens, car il n'a eu d'autre choix que de céder. Après 37 ans accroché au pouvoir, le président Robert Mugabe a démissionné. Le pays en a fini avec le vieux tyran. Regardez. Je suis né en 1980. Mugabe était déjà au pouvoir et pendant 3 générations, il est resté au pouvoir. Tout le monde a souffert sous Mugabe parce que rien n'a été fait. Aujourd'hui, c'est le jour de la nouvelle indépendance. Je suis heureux, très heureux. Ce changement est le bienvenu après 37 ans de règne et d'oppression. Pour le Zimbabwe, je suis très contente. Nous sommes libérés. Je suis heureuse pour nos enfants, pour notre génération. Je pense que c'est une nouvelle ère, un nouveau départ. Notre pays va être différent et nos relations à travers le monde vont pouvoir être normalisées. Nous sommes un pays en paix. Nous sommes très contents que Mugabe soit parti. Il est parti pour de bon. Vive le nouveau Zimbabwe! Des images de joie dans les rues de Harare le soir même où Robert Mugabe a annoncé sa démission. Il faut signaler que tout ça se passe finalement sans violence. C'est assez rare pour être signalé. Je vais peut-être jouer les Cassandres. Oui, certes, sans violence. Bon, d'accord. On dit que Mugabe a démissionné. Moi, j'y crois absolument pas. Je pense que c'est un coup d'État. On n'ose pas dire le mot. C'est un coup d'État pourquoi? Parce que c'est l'armée qui décide de prendre le pouvoir, avec une faction, un clan dissident du parti majoritaire. La rue n'a suivi qu'après. La rue n'est venue qu'après. Donc pour moi, quand l'armée prend le pouvoir, ça s'appelle un coup d'État. On peut le présenter comme une succession de la démissionnaire, mais je pense que c'est un coup d'État. Est-ce que cette façon de présenter les choses, est-ce que cette façon de raconter l'histoire n'a pas aussi permis justement qu'il n'y ait pas de violence? Non, moi je pense que cette façon, l'armée sait clairement qu'aujourd'hui, on ne peut pas prendre le pouvoir sur un coup de force, parce que quand l'armée a commencé le coup de force, très vite, l'Union africaine, la SADC, l'organisation sous-régionale, tous ont dit qu'ils n'accepteront pas une remise en cause de l'ordre constitutionnel. Donc il fallait trouver la voie légale. C'est un coup d'État qu'on a légalisé, grosso modo. Deuxième chose, c'est qu'il ne faut jamais oublier quand même que le successeur, celui qui fait ce coup d'État, Mnangagwa, Emerson, on va y venir à son profil. Tous les pires crimes de Mugabe. On va y venir tout de suite, d'ailleurs. On va y venir tout de suite, puisque je vous propose de regarder le titre du quotidien kényan The Star. Mugabe, la fin d'une ère. C'est donc son ancien vice-président qui lui succède officiellement. Il a été investi président lors d'une grande cérémonie. Plus de 60 000 personnes dans le plus grand stade de Harare. Il a proclamé l'avènement d'une nouvelle démocratie après avoir scrupuleusement réprimé toute forme d'opposition durant les 37 années au pouvoir de son mentor. Est-ce qu'un despote peut en cacher un autre, Christian?
En l'occurrence, il s'est pas beaucoup caché jusqu'à maintenant, mais moi, je suis plutôt d'accord avec l'idée, effectivement, qu'on est devant un coup d'État, mais un coup d'État soft, hein, une sorte de coup d'État sans violence, où on assure, dans le fond, la transition sans qu'on s'écharpe dans les rues, sans qu'il y ait trop de morts. Puis on était devant, je crois, une situation... je crois que Mugabe n'est pas parti de son plein gré, hein, loin de là. Je pense il est même apparu à la télévision à un moment donné où il a dit oui, l'action de l'armée est légitime, mais tout le monde s'attendait à ce qu'il annonce sa démission. Il n'a pas annoncé. C'est dimanche dernier. Oui, voilà, c'est qu'il n'était pas si près que ça à s'en aller. S'il y avait une chance de rester, il l'aurait utilisé. Et on était, je crois, dans une sorte de décomposition peut-être aussi du régime. Hein. Même son épouse, semble-t-il, avait des velléités d'être vice-présidente et pour pouvoir lui succéder. Donc, je pense que oui, là, l'armée a pris les choses en main et c'est peut-être mieux pour le bilan, je dirais, humain de la chose. Changement dans la continuité? Absolument pas. J'ai de mal à croire qu'il y aurait un véritable changement. D'abord, son remplaçant, c'était à peu près son numéro 2. Donc, il fait partie du même régime. Et on est dans une situation où on a vu un écrasement de toute forme d'opposition depuis très longtemps, une violence très forte. Donc, on a un peu comme on peut voir en Allemagne, on voit une véritable crise de leadership. Pour revenir sur son arrivée au pouvoir, donc il y a eu ces images dans le stade, il arrive, il fait des promesses. Est-ce qu'il va pouvoir les tenir? C'est la question qu'on va se poser là, notamment sur le plan économique. On sait que le pays est à bout de souffle après l'ère Mugabe, situation très compliquée. Comment il peut relancer tout ça? Avec quels moyens? Moi, je ne vois pas. Les caisses de l'État sont vides. Il a participé au pillage. Il a été l'un des principaux signataires et instigateurs du pillage. Donc, j'aimerais bien qu'ils nous disent comment. On ne sait pas. Donc, je pense que c'est des promesses politiciennes parce que le moment l'exige. Hein. Il a besoin, dans cette sorte d'enthousiasme populaire, de promettre des choses. Mais c'est qui est le plus inquiétant? Mais par exemple, assouplir la loi sur je ne vais pas y arriver, aidez-moi. La loi sur attendez, je n'y arrive pas. Indigénisation, excusez-moi, c'est un mot que je n'arrive jamais à prononcer. Toutes mes excuses. Est-ce que s'il assouplit cette loi, est-ce que peut-être ça peut faire revenir les investisseurs? C'est des options? Je ne crois pas. Je pense qu'il y aura une période qui va être très compliquée parce que la seule structure organisée au Zimbabwe, et c'est ça qui explique que qu'ils prennent le pouvoir, c'est l'armée. C'est-à-dire 38 ans de pillage et de saccage ont mis à terre toutes les institutions, toutes les forces sociales et toutes les institutions qui auraient pu assumer une transition. Même l'opposition est à l'agonie, n'est pas organisée, décrédibilisée. Donc c'est ça qui est inquiétant. C'était ça le drame de Mugabe. En 38 ans, il a réussi à tellement réprimer, à tellement faire partir les forces vives de la nation, les opposants, les vrais dissidents en exil, qu'aujourd'hui, il y a un vide. Donc pour moi, toute la question, c'est est-ce qu'il y aura une force capable très vite d'émerger en termes de contre-pouvoir et de proposition. Il s'est engagé à maintenir les élections de l'année prochaine. Ça laisse peut-être une place, quelques mois, à une opposition, peut-être même de l'étranger, de s'organiser en vue de ces élections? Oui, mais des élections sans véritable force démocratique, sans véritable société civile, c'est toujours embêtant. Ceci dit, Mugabe, c'était l'homme d'une autre époque. Hein, quand on se rappelle son histoire, même de l'époque où les mouvements de libération étaient plutôt marxisants. Et donc, Mugabe, c'était un homme de cette époque-là. Qu'on utilise, je dirais, ce changement de pouvoir pour quelque part moderniser, je dirais, le pays, peut-être pas le pays, mais moderniser du moins la structure du pouvoir pour qu'elle soit plus adaptée, je dirais, à l'économie d'aujourd'hui. Ça, on peut l'imaginer, puis on peut penser que l'armée n'est pas opposée à ça, mais je le répète, des élections sans société civile, sans vraie force d'opposition, d'alternance, ça donne ce que ça donne. Justement, vous le soulignez, Robert Mugabe, c'était un homme de l'anti-apartheid, de la période de l'indépendance. Vous qui êtes britannique, le Zimbabwe, c'est une ancienne colonie britannique. Cette crise, elle est suivie comment depuis la Grande-Bretagne? Mais je pense qu'il faut souligner d'abord qu'on peut voir quelque part dans ces pratiques une continuation aussi des pratiques coloniales. Oui, c'était un libérateur, un homme symbolique très fort, mais en fait, il était déjà... Ça ne représentait pas non plus une rupture d'un certain sens.
il a continué dans certaines violences qu'on a vues dans l'époque coloniale. On a vu aussi sur ses présidences une certaine hiérarchisation des peuples, d'humanité, qui évidemment est aux clés des politiques coloniales. Souvent, on n'évoque pas qu'il est quand même coupable, responsable d'un massacre très important de, je crois, à peu près 20 000 personnes dans son pays, qui d'ailleurs n'était pas très critiqué par les Britanniques à ce moment-là, parce qu'ils avaient des relations assez proches avec lui. Qu'est-ce que ça dit justement, cette fin de règne de Robert Mugabe sur ces régimes de post-colonialisme, pour dire ça comme ça? Est-ce qu'il y a une petite leçon à en tirer? Oui, il était la dernière incarnation en Afrique de tous ces partis de libération qui ont une sorte d'idéologie parce qu'on a libéré les peuples, tout est permis. C'est le FLN en Algérie, on a toujours Bouteflika, qui est le pendant maghrébin de Mugabe, parce que nous avons pris les armes pour libérer le peuple. Il y a une sorte de bail ad vitam aeternam qui nous permettent de profiter des ressources du pays. Le pays voisin et le mouvement libérateur cousin et voisin, l'Afrique du Sud, l'ANC, et même dans cette forme d'idéologie transmise de la colonialité, et qui a aussi du mal. On voit clairement que Zuma est à bout de souffle. Il est contesté. Après, l'Afrique du Sud, la chance qu'ils ont, c'est qu'il y a une presse libre, il y a des contre-pouvoirs, il y a une démocratie, ce qui n'est pas le cas de l'Algérie. L'Angola est entré dans le même... L'Angola aussi, un voisin de la région, est entré dans le même processus. De Santos, qui est de la même génération que Mugabe, qui a à peu près le même parcours de Mugabe, a consenti à se retirer, et que son successeur est en train, à la surprise générale d'ailleurs, de reprendre en main, de faire une sorte de printemps, entre guillemets, en Angola, ce qui peut donner un peu d'espoir au Zimbabwe, on ne sait jamais, mais en tout cas, il peut y avoir une sorte de perestroïka, parce que, après tout, il a donné... avec Mnangagwa, parce qu'il est en train de donner quand même tout au moins un premier signal pour la lutte contre la corruption. Le ministre des Finances va être jugé, il a été arrêté. On ne sait pas pour le moment dans quelles conditions il va être jugé, mais attendons. Les événements de cette semaine au Zimbabwe sont suivis, sont très suivis sur le continent. Est-ce que ce départ, tel qu'il se passe avec Robert Mugabe, est-ce que ça peut lancer une autre vague sur le continent, peut-être de départ, pour appeler ça comme ça? Je ne suis pas certain. Ceux qui avaient à partir sont peut-être déjà partis. Mugabe, c'est celui qui restait, quelque part. C'est un de ceux qui traînait là. Ceci dit, on s'étonne quand même de voir un pays dans une conjoncture économique aussi catastrophique que le Zimbabwe, alors qu'il est quand même dans une région d'Afrique où il y a une certaine croissance économique. Il devrait y avoir, je dirais, que quelque part, la croissance d'Afrique du Sud devrait normalement, je dirais, rejaillir aussi sur le Zimbabwe. Il devrait y avoir là... il y a une sorte d'anachronisme, je crois. Et c'est peut-être ça aussi que, Bill Johnson, récemment, le ministre des Affaires étrangères britannique, disait le Zimbabwe sera de retour dans le Commonwealth. Bon, on peut peut-être s'attendre, effectivement, à un certain retour, en tout cas, ou à la fin d'un certain anachronisme, en tout cas, d'une situation économique absolument catastrophique, alors que, quand même, la région va pas si mal que ça, quand même. Moi, pour répondre à votre question, je pense à Joseph Kabila en République démocratique du Congo, qui vacille quand même, qui malgré tout tient le pays, parce que, tient l'armée en tout cas. Le 31 décembre, la prolongation de son mandat expire, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Il n'est pas à l'abri d'un soulèvement, d'une révolte. Et puis, il y a le Togo, où on est aussi dans une configuration où... il y a des mains père puis fils règnent sur le pays depuis presque bientôt un demi-siècle, et il y a un soulèvement populaire qui est en cours, qui pour le moment est assez isolé parce que le pouvoir est assez solide autour, mais on verra, ils ne sont pas à l'abri. Un petit mot pour conclure sur le Zimbabwe, sur le sort de Robert Mugabe. Puisqu'il n'est plus aux affaires, mais on apprend ces dernières heures qu'il a plutôt fait une bonne opération il a financière. réussi le coup de force d'avoir une prime à l'impunité, ce qui est catastrophique. Donc il n'est pas obligé de quitter le pays et de partir en exil, d'une part. D'autre part, il va recevoir de l'argent. Il ne sera pas jugé pour ses crimes. Il ne donnera pas des comptes au peuple zimbabwéen.
c'est ce qui est grave, et ce qui n'augure rien de bon pour la transition. Parce que pour qu'une transition démocratique puisse fonctionner, il faut un moment une sorte d'inventaire. D'inventaire surtout des crimes, dont le Matabeleland. 20 000 morts pour pertes et profits. À la limite, s'il y avait une sorte de commission nationale de réconciliation un peu sur le mode sud-africain, les crimes sont nommés, dites, les responsabilités situées, et derrière un processus d'amnistie, à la limite, on aurait pu comprendre. Mais là, d'entrée de jeu, c'est une sorte de deal, je démissionne, mais vous me garantissez et avec à la l'impunité. clé, encore une fois, vraiment rapidement pour conclure, avec un pactole aussi, c'est ce qui apparaît dans la presse aujourd'hui. On parle de 10 millions de dollars qui leur Grace été... Mugabe est connu pour ses frasques, pour ses dépenses. Mugabe, au nom de la réforme agraire, lui et son clan se sont arrogés des terres. Oui, c'est plus qu'un pactole. Et peut-être qu'il y aura une réaction des Zimbabwéens. C'est une sorte de braquage légal, quoi, ou et on verra si les Zimbabwéens réagissent à ces chiffres qui commencent à sortir ce week-end. Je vous propose qu'on avance et puis qu'on revienne. On en parlait déjà aussi la semaine dernière. On revient sur la crise politique au Liban. Et pour ce faire, on accueille Michel Touma, qui est avec nous depuis Beyrouth. Bonjour Michel, vous êtes le rédacteur en chef au quotidien libanais francophone. Voilà, on vous voit Lorient le jour. Merci d'être avec nous pour analyser l'actualité dans votre pays. Comme prévu, votre Premier ministre est rentré au Liban mercredi, jour anniversaire de l'indépendance du pays. Dès son retour, Saad Hariri a suspendu sa démission. Des centaines de partisans réunis devant le domicile du Premier ministre à Beyrouth. Je reste avec vous. Je vais continuer avec vous. La conclusion d'une journée qui soulage une partie de la population libanaise, qui en laisse une autre sur sa faim. Comme promis, Saad Hariri a retrouvé le sol libanais à temps pour célébrer la fête de l'indépendance du 22 novembre, 3 semaines après sa démission annoncée depuis l'Arabie Saoudite. Il a rencontré le président Michel Aoun. À l'issue de l'entretien, l'homme a accepté de rester à la tête du gouvernement, au moins provisoirement. J'ai discuté de ma démission avec le président de la République, qui m'a enjoint d'attendre avant de la présenter et de la laisser en suspens pour permettre davantage de consultations quant à ses causes. Un appel au dialogue, mais aucune référence aux accusations du président libanais selon lesquelles Saad Hariri avait été retenu en otage en Arabie Saoudite pendant 2 semaines avant de s'envoler pour Paris. Pour justifier sa démission depuis Riyad, le Premier ministre avait pointé du doigt l'ingérence de l'Iran et la mainmise du Hezbollah sur les affaires libanaises. Il disait craindre pour sa vie. Ces derniers jours, justement, le dirigeant du Hezbollah, Hassan Nasrallah, s'est montré conciliant. Il se dit ouvert à toute discussion. Voilà, la démission de Saad Hariri il y a 3 semaines depuis l'Arabie Saoudite avait créé la surprise. Mais cette semaine, une nouvelle surprise puisqu'il finalement il ne démissionne plus. Est-ce que ça calme le jeu ? Oui, bon, ça calme le jeu temporairement, mais je dirais la rivalité Iran-Arabie Saoudite qui se sert un peu du Liban comme d'un hochet, on pourrait dire, qui le fait virer à gauche, virer à droite, selon l'évolution, l'escalade, je dirais, de leur rivalité. Ça demeure et ça ne risque pas de s'améliorer dans l'immédiat prochainement, je crois. Ousmane ? Oui, je pense. Et puis surtout que l'Arabie Saoudite, en tout cas le nouveau pouvoir en Arabie Saoudite, est engagé dans une sorte de, je dirais pas de diplomatie. Quand vous dites nouveau pouvoir, vous faites référence au prince héritier ? Au prince héritier qui a fait le vide, qui a pris tous les pouvoirs. Et je pense que l'Arabie Saoudite a toujours tenté d'influer dans la sous-région. Mais moi, ce que je perçois, en tout cas vu d'Afrique, c'est une forme de changement des méthodes. Ce n'est plus du soft power, mais c'est très radical, c'est très brutal. Pour exemple, l'Arabie Saoudite, au-delà même du Liban, essaie d'impliquer un certain nombre de pays africains alliés militairement dans la guerre au Proche-Orient. Un pays comme le Sénégal, l'Arabie Saoudite a demandé 1000 troupes pour participer. On va tout de suite partir à Beyrouth où nous attend Michel Touma. Rebonjour. Comment a été accueilli ce retour de Saad Hariri, le fait qu'il suspende sa démission? Comment ça a été accueilli par les Libanais? Est-ce que la tension est un petit peu redescendue cette semaine? Oui, effectivement, le fait que M. Hariri ait gelé sa démission, ça a fait baisser la tension politique
Et du coup, ça a eu un impact positif aussi sur la situation financière et économique. Mais aussi, le plus important, c'est que cette décision de geler la démission a eu pour conséquence de replacer le débat sur le problème de fond qui est la ligne de conduite et le comportement du Hezbollah. C'est-à-dire, si M. Hariri avait présenté officiellement sa démission, toutes les tractations et toutes les discussions et tout le débat sur la scène politique aurait été axé sur la désignation d'un nouveau Premier ministre, sur les consultations parlementaires, sur le profil du prochain gouvernement. Et du coup, on aurait oublié le problème de fond qui est la ligne de conduite du Hezbollah. Donc, en gelant sa démission, M. Hariri a écarté les risques de cette diversion et a replacé pratiquement le débat sur le problème de la ligne de conduite et de l'implication du Hezbollah dans les conflits régionaux. Le président Aoun s'est un peu imposé comme défenseur de l'unité nationale. Est-ce que ça pèse ça, au niveau de l'opinion publique? Est-ce que c'est ce dont les Libanais veulent? Oui, effectivement, ce que les Libanais attendent du président Aoun, c'est que, et c'est ce qu'il va faire, je pense, la semaine prochaine, c'est qu'il décide d'entreprendre une série de consultations bilatérales, sur un plan bilatéral, avec les différentes factions politiques, pour justement trouver une formule de neutralité du Liban, c'est-à-dire ce qu'on appelle ici la politique de distanciation à l'égard des conflits régionaux. Et ça, c'est un point sur lequel M. Hariri insiste, et il a répété ces 2-3 derniers jours. Il a dit qu'il faut que la politique de distanciation se traduise par des faits, se traduise concrètement, et non pas seulement en paroles. Parce que cette politique de distanciation avait été convenue lors de l'élection de Michel Aoun à la présidence de la République, mais dans les faits, le Hezbollah avait relancé sa campagne médiatique et politique contre l'Arabie saoudite et les pays du Golfe, et c'est ce qui a provoqué la crise actuelle. Alors on va regarder, Michel, évidemment, vous restez avec nous, vous intervenez quand vous le souhaitez. On va tout de suite regarder le titre du quotidien La Croix cette semaine, le Liban, otage du Moyen-Orient. Ce retour de Saad Hariri ne règle visiblement pas les luttes d'influence entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Cette volonté de garder le Liban en dehors, en fait, des conflits régionaux, est-ce que ce n'est pas un vœu pieux et est-ce que ce n'est pas impossible au regard de l'histoire de ce pays, Christian? C'est peut-être un vœu pieux, mais je pense que le Liban n'a pas d'avenir hors de ça, quoi. Hors d'une sorte de neutralité qui peut permettre à un pays qui est complètement éclaté. Quand on regarde la mosaïque libanaise, c'est un pays impossible. C'est un pays impossible, le Liban. Peut-être peut-il être possible si, effectivement, il s'écarte un peu des rivalités Iran, Arabie saoudite. On a quand même l'impression que toute la composante libanaise, d'un point de vue politique, est complètement prise entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Donc, comment se distancier? Elle est prise, oui, elle est prise politiquement, évidemment, avec le Hezbollah, qui est un État dans l'État. Désarmer le Hezbollah, comment est-ce possible? Enfin, les Libanais le diront, mais il faudrait désarmer le Hezbollah. Le Liban était aussi très, très, très dépendant économiquement de l'Arabie saoudite, énormément, très dépendant de sa diaspora, notamment, qui est au Moyen-Orient, qui est dans les Émirats, qui est en Arabie saoudite. Sa balance des paiements dépend largement de ça. Donc, c'est un pays écartelé, littéralement écartelé, et qui ne peut retrouver la paix que lorsqu'il s'écarte un peu de la conjoncture internationale. Michel, votre réaction à ce que dit Christian en plateau? Oui, alors effectivement, ce que je voudrais préciser, c'est que le fait que le Liban soit otage un peu des conflits régionaux et otage du conflit entre l'Iran et l'Arabie saoudite, en fait, ce problème n'est pas nouveau dans l'histoire du Liban. Il date, en fait, depuis 1943. Ce problème de neutralité du Liban se pose dans les milieux politiques libanais depuis l'indépendance du Liban de 1943. Et si on étudie, on ne va pas rentrer dans les détails évidemment, mais si on fait un survol très rapide de l'histoire du Liban, on voit qu'à chaque fois que le Liban s'est écarté de cette politique de neutralité à l'égard des conflits régionaux, il a été confronté à des guerres, à des conflits, à des troubles et même à des guerres civiles internes. Ça a été le cas à la fin des années 50, du temps de l'Égypte de Nasser, lorsque Nasser, évidemment, voulait imposer
un peu son hégémonie sur la région, en incluant le Liban. Ça a été le cas à la fin des années 60 avec les organisations palestiniennes. Et c'est actuellement le cas avec l'Iran qui veut établir ce qu'on appelle ce croissant chiite qui s'étend de Téhéran à Beyrouth. Donc en fait, si je vous résume, vous nous dites que c'est impossible, qu'il n'y a pas de solution, Michel? Alors justement, là, ce qui est nouveau, et c'est ça qui est intéressant, c'est que cette politique de neutralité qui était jadis réclamée essentiellement par la classe politique chrétienne est maintenant réclamée par les sunnites et plus précisément par le Premier ministre Saad Hariri et par son camp politique, par le courant du futur. Et ça, c'est un fait nouveau que les sunnites réclament la neutralité du Liban. Dans les années 60, lorsque les chrétiens réclamaient la neutralité du Liban, il y avait des campagnes contre eux, ils étaient accusés de traîtres, etc. Alors que maintenant, ce qui est nouveau, c'est que les sunnites réclament, les druzes réclament aussi la politique de neutralité. C'est l'attitude du leader druze Walid Jumblat, et même les intellectuels chiites, hein, et ça je voudrais préciser un point très important, c'est que l'ancien chef de la communauté chiite, qui est décédé actuellement, Mohammed Mehdi Shamseddin, il a écrit un ouvrage fondamental qui s'appelle Mon héritage politique. Dans cet ouvrage, il lance un appel, et c'est écrit noir sur blanc dans son ouvrage, il demande aux chiites justement de ne pas s'impliquer dans des projets transnationaux à l'échelle régionale. Il demande aux chiites dans tous les pays arabes de s'intégrer dans les sociétés de leurs pays respectifs et de ne pas avoir un projet chiite transnational. Ça se revient à réclamer la neutralité du Liban. Ousmane, vous vouliez... Pardonnez-moi, Michel, je vous coupe. Ousmane, vous vouliez réagir? Enfin, ce qui est très, très compliqué, c'est que j'ai l'impression que toute la construction politique, de la vie politique en tout cas libanaise, s'est bâtie sur les Hezbollah, sur un soutien avec l'Iran, puis le canal religieux chiite, Saad Hariri, les sunnites, avec le lobby sunnite de l'Arabie saoudite. J'ai l'impression que la solution n'est pas à l'intérieur du Liban et qu'ils sont totalement, malheureusement, dépendants de la résolution, ou en tout cas du degré de résolution de la tension, de la double tension chiite-sunnite au Moyen-Orient, et puis de la tension Iran-Arabie saoudite. Michel, une chose encore, est-ce qu'il y a toujours ce spectre d'une guerre qui plane au-dessus du Liban? On a vu qu'Israël se rapproche un peu, une espèce d'alliance étonnante, se rapproche un peu de l'Arabie saoudite. Est-ce que ce risque d'une guerre est présent? Est-ce qu'il est craint par les Libanais à l'heure actuelle, aujourd'hui, dimanche? Alors, le risque est présent, il est craint par les Libanais. Les éléments d'une conflagration existent objectivement sur le terrain, mais à mon avis, d'après les quelques informations que nous possédons, ce risque n'est pas imminent, n'est pas immédiat, hein, dans l'immédiat. Mais je voudrais rebondir sur ce qui a été dit. Rapidement d'un mot, Michel. Mais rapidement, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit. C'est que effectivement, la solution n'est pas tant au Liban, encore que les prises de position des sunnites et des druzes est important, mais le grand problème qui se pose actuellement au Liban, c'est que le Hezbollah, dans sa doctrine politique, il a fait acte d'allégeance absolue pour les décisions de guerre et de paix, hein, envers le guide suprême de la révolution iranienne. C'est inscrit dans sa charte politique et dans sa doctrine politique, et tout le problème est là. C'est que la décision du Hezbollah d'être impliqué ou de ne pas être impliqué dans les conflits régionaux ne revient pas à lui, ne revient pas au Liban malheureusement, mais revient au guide suprême de la révolution iranienne. Et c'est là où, évidemment, il y a tout le problème se pose à ce niveau. Et c'est là où on peut dire que la solution n'est pas uniquement libanaise. Et des discussions qui vont démarrer, qui vont se poursuivre dans les 2 semaines qui viennent. Merci beaucoup, Michel, d'avoir été en direct avec nous depuis Beyrouth. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Puis je préciserai, pour terminer, que des législatives sont normalement prévues en mai prochain, mais on verra déjà ce qui se passe dans les jours à venir. On va traverser la Méditerranée et même l'Atlantique pour aller du côté de chez vous, Christian, au Canada.
Rappelez-vous, en 2010, un séisme dévastait Haïti. Les Haïtiens bénéficiaient depuis d'un statut spécial pour travailler aux États-Unis. C'est bientôt terminé. Sur décision de l'administration Trump, près de 60 000 immigrés vont devoir s'en aller. Et le Canada voisin a déjà vu de premières arrivées d'Haïtiens traversant la frontière clandestinement. Regardez. À la frontière entre les États-Unis et le Québec, des roulottes sont installées. Elles pourront accueillir jusqu'à 200 personnes. Mais elles risquent d'être rapidement occupées si ces Haïtiens réfugiés aux États-Unis débarquent illégalement au Canada au cours des prochaines semaines pour demander asile. Déjà, plus de 5000 d'entre eux ont fait cette démarche l'été dernier dans la crainte que l'administration Trump mette fin à leur statut temporaire de réfugiés, une décision qui est maintenant officielle. Le gouvernement canadien se prépare donc à un afflux massif de demandeurs d'asile et se dit prêt à affronter la situation. En parallèle, le Canada poursuit sa campagne d'information auprès des Haïtiens de New York et de Miami pour expliquer que rien ne leur garantit l'asile au Canada. Un député libéral d'origine haïtienne est à New York à ce sujet. Je vais dire aux gens que tenter de passer la frontière entre les points d'entrée, ça leur donne pas un laissez-passer pour rentrer au Canada. Je vais leur parler des façons légales de faire pour rentrer au Canada. Le ministre canadien de l'Immigration a aussi averti que seules les personnes qui sont réellement en danger en Haïti seront acceptées au Canada. Les autres seront renvoyés. Et on retrouve depuis Montréal notre consoeur Catherine Kovacs. Bonjour Catherine, merci d'être avec nous. C'est le petit matin, pas le petit matin, mais c'est le matin chez vous. Donc merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à Radio-Canada et vous suivez ce sujet depuis un peu plus d'un an. 5000 Haïtiens sont arrivés en août déjà, côté canadien, avec cette décision formelle des États-Unis. Est-ce que le Canada s'attend et se prépare à un afflux ? Ou est-ce que, puisqu'il y a 1 an et demi pour partir, ça va s'échelonner, il y en aura peut-être moins que prévu? Sans doute, parce que moi j'ai parlé avec plusieurs leaders haïtiens cette semaine. Ils me disaient, écoutez, ceux qui devaient venir sont venus. C'était un peu la panique. Et là maintenant, comme ils ont, comme vous le dites, plusieurs mois pour se décider, j'ai discuté avec les leaders. Ils me disaient, écoutez, sans doute que les jeunes vont vouloir vivre dans la clandestinité aux États-Unis. Les plus vieux vont sans doute retourner en Haïti. Et il y aura quand même une proportion de gens qui vont venir au Canada. Et comme vous l'entendiez dans le reportage justement qui m'a précédé, eh bien, on envoie des émissaires aux États-Unis rencontrer les communautés haïtiennes, leur dire, écoutez, si vous venez au Canada, vous n'êtes absolument pas sûr d'avoir le statut de réfugié parce que pour ça, il faut passer par les voies officielles. Je vous dirais d'ailleurs, entre autres choses, que, comme vous le disiez, il y en a 5000 qui sont passés juste au mois d'août, 7000 juillet et août, d'un coup, d'un seul. On ne savait pas quoi faire avec eux, on ne savait pas où les mettre, tellement qu'à un moment donné, il a fallu que l'armée intervienne pour installer les tentes, pour justement les installer là en transition. Alors, pour l'instant, donc, on s'attend quand même à ce qu'il y en ait certains qui viennent, mais ce ne sera pas l'afflux qu'on a eu, par exemple, cet été. On a l'impression quand même, depuis janvier, on sait qu'il y a 15 000 demandeurs d'asile qui sont arrivés au Québec, seulement 2000 dans le reste du Canada. Ça se confirme, le Québec est vraiment la porte d'entrée du Canada ? Tout à fait, absolument, parce que les chemins par lesquels ils passent, c'est un en particulier, le chemin Roxham, c'est tout près de Montréal. Et par exemple, pour ces Haïtiens, il y a une communauté haïtienne qui est très importante ici à Montréal. Ils sont pris en charge par leurs confrères, très souvent, des leaders d'église. Mais c'est ça, parce que dans les autres provinces, à part le Manitoba, ils n'y passent pas. Et tout ça, ils ont ces informations par des réseaux sociaux. Alors, ils savent exactement par où passer et donc ils viennent au Québec essentiellement. Et au Québec, je vous dirais que les services sont complètement dépassés. Alors pour vous donner quelques chiffres, il y a seulement 10% de ces Haïtiens qui ont été acceptés jusqu'à présent sur 300, mais il y a 6000 dossiers qui sont en attente. Alors, le ministère de l'Immigration avait prévu justement du personnel supplémentaire, une trentaine de personnes. Eh bien, de toute évidence, ça ne suffit pas à la tâche, parce que je parlais cette semaine avec des avocats qui me disaient, écoutez, on peut en passer 3 par jour devant la commission. Alors, imaginez les délais. Ils en ont pour des années. Et alors, ceux qui sont refusés,
ont le droit d'en appeler de la décision. Alors tout ça va prendre du temps et comme le disaient les avocats, ils s'installent, ils trouvent du travail, ils font des enfants et qu'est-ce qu'on fera par la suite? Merci Catherine pour ce retour, pour ces précisions, cet éclairage depuis Montréal. Un excellent dimanche à vous. Shoshana, des Salvadoriens, des Honduriens, des Nicaraguayens, environ 325 000 personnes s'attendent à ce que ce soit bientôt leur tour pour à peu près les mêmes raisons de quitter les États-Unis. Est-ce que depuis Donald Trump, on voit qu'il y a des flux migratoires un peu différents aux États-Unis? Oui, bien sûr. Et on voit très bien que ce qui est en train de se passer, c'est des choix politiques. Ça n'a rien à voir avec les situations dans ces pays-là. Et justement, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus Haïtiens qui veulent venir au Canada maintenant parce qu'on parle d'une migration forcée. Et c'est pas comme le Canada a les bras ouverts avec les Haïtiens. Ils sont forcés de prendre les chemins, entre guillemets, illégaux. Donc, ils sont censés de prendre les routes très risquées, un peu comme ce qu'on peut voir en Europe. Et tout ça, c'est à cause des politiques entre le Canada et les États-Unis. Donc, on voit de plus en plus de personnes avec des blessures. On voit même des morts de personnes en train de traverser les frontières. Et c'est à cause d'un accord entre le Canada et les États-Unis où les deux pays ont désigné l'autre pays un pays sûr pour les réfugiés. C'est-à-dire que les réfugiés aux États-Unis ne peuvent pas venir au Canada par les voies légales. Ils seront systématiquement refoulés aux États-Unis. Voilà, c'est ça. Donc, on sait très bien que tout comme les catégories de réfugiés, cette catégorie de pays sûrs est un outil diplomatique. Un retour vers Haïti, on entendait ce que disait Catherine. Peut-être les jeunes Haïtiens vont rester illégalement aux États-Unis, les plus anciens peut-être retourner à Haïti. Ce retour paraît possible? Haïti, c'est un pays qui politiquement ne se relève pas. Donc, je pense que c'est compliqué, en tout cas, de leur refuser le statut de réfugié politique, au vu de ce qui se passe à Haïti. Moi, je pense que ça va se faire au cas par cas. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui ont gardé des liens dans le pays qui peuvent probablement rentrer, d'autres pour qui ça peut être extrêmement difficile. C'est pour ça qu'on ne peut pas apporter un jugement général. Non, ils peuvent rentrer. Oui, ils peuvent rentrer. Non, ils ne peuvent pas rentrer. Ça doit se décider normalement au cas par cas. Ceci dit, l'afflux qu'on a connu d'Haïtiens qu'on a connu l'été dernier, il faut se rappeler que ça avait été encouragé et quelque part par un tweet de Justin Trudeau qui avait dit... Justin Trudeau, qui est quand même Premier ministre du Canada, et qui avait dit, oui, le Canada a les bras ouverts aux Haïtiens, alors qu'il y a des ententes avec les États-Unis, vous l'avez rappelé, ententes avec les Américains. Normalement, quand on est Haïtien et qu'on est aux États-Unis, on fait la demande de statut de réfugié aux États-Unis. Et c'est ça qui avait provoqué, en bonne partie, l'afflux aux frontières. Oui, c'est juste pour conclure là-dessus. Oui, pour conclure. En fait, en ce qui concerne les Haïtiens, ça ne devait pas forcément être une question de cas par cas. Déjà, ce n'est pas parce que quelqu'un a des liens dans les pays d'origine qu'on peut les renvoyer là-bas. Si quelqu'un est dans un certain état d'insécurité dans ces pays-là, ils sont censés être accordés une certaine protection. Et quand on parle d'une protection subsidiaire dont on paraît, c'est le statut dans lequel la plupart des Haïtiens ont bénéficié aux États-Unis. C'est pas une question de cas par cas, c'est plutôt une protection généralisée, mais pour un certain temps délimité. Et finalement, pour conclure, oui, c'est vrai, le Canada a eu un certain discours très ouvert vis-à-vis des réfugiés, mais finalement, en pratique, on va le même politique sécuritaire, renforcement des frontières, politique expulsion comme on voit en Europe. Merci beaucoup, merci à vous trois. Je vous propose qu'on termine comme toujours par la semaine de dilemme. On en parlait après 37 ans au pouvoir, Robert Mugabe poussé à la démission, notamment sous la pression de l'armée. On vous dépose, demande ce militaire. Nous en parlions la semaine dernière. En Libye, des migrants sont vendus aux enchères comme esclaves. Dilemme acide, regardez, barbares, sauvages, criminels, crient des Européens. Qui dit mieux, leur répond un trafiquant libyen. Grosse actualité de ce week-end, cette attaque particulièrement meurtrière contre une mosquée dans le Sinaï, plus de 300 morts. La branche égyptienne du groupe État islamique est soupçonnée d'être responsable du carnage. Je me sens chez moi ici, déclare le président syrien Bachar el-Assad, ses pieds couverts d'un sang assortis au tapis rouge que lui a déroulé son homologue russe. Vladimir Poutine et Bachar el-Assad se sont rencontrés avant le sommet Russie-Iran-Turquie visant à trouver un règlement politique à la guerre en Syrie. Et enfin, Ratko Mladic, condamné à la perpétuité pour génocide, crime de guerre et crime contre l'humanité. Je trouve l'endroit un peu trop pur ethniquement, dit-il ici à propos de sa cellule. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous trois d'être venus en plateau. C'est passionnant, grâce à vous. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Mais avant ça, comme toujours, sur les réseaux sociaux, on attend vos commentaires. À très bientôt, à dimanche prochain. Excellente semaine.